Aujourd'hui, on va parler des tests de QI et est-ce qu'on peut les rater? Donc, pour répondre simplement, non, on ne peut pas rater un test de QI pour la simple et bonne raison que le test n'est pas là pour, valider ou invalider quelque chose à la base. Il est juste là pour, mesurer l'intelligence. C'est-à-dire que quand on fait un test de QI, normalement, on est censé y aller pour connaître son bilan de compétences intellectuelles plus que pour, valider ou invalider un potentiel, au potentiel. Un éventuel au potentiel. Donc non, on ne peut pas rater un test de QI parce qu'il est juste là pour mesurer notre intelligence. C'est-à-dire que quand on mesure sa taille, on ne rate pas une mesure de sa taille, on fait 1,60 m, on fait 1,60 m. C'est pareil pour l'intelligence, en gros. Alors déjà, il y a plusieurs tests par rapport à l'âge qu'on peut passer, c'est-à-dire qu'il y a le WISC 5 pour les enfants de moins de 16 ans, le VICE 4, j'espère que je le dis bien, pour les adultes et les plus de 16 ans. Donc en France, c'est les échelles de Wechsler, qui sont officielles. Aux États-Unis, par exemple, c'est les échelles de Cattell, mais qui ne sont pas utilisées ici. Alors déjà, le test, qu'est-ce qu'il calcule? Donc il calcule l'intelligence, enfin il mesure l'intelligence. Le test est fait de manière à ce que, selon l'âge que tu as lors du passage du test, par exemple, je dis une bêtise, tu as 23 ans, tu passes le test à 23 ans, tes résultats sont comparés à toutes les personnes qui ont 23 ans. Et les personnes sont rangées par rapport à leur, donc du plus mauvais au meilleur. Et c'est ce qui crée en fait cette courbe de Gauss qu'on peut retrouver dans les courbes de QI. Au milieu étant la moyenne, donc la hauteur c'est le nombre de personnes. Comme la courbe elle fait comme ça, là il y a la majorité, là il y a des minorités. Donc là c'est une moyenne de 100, donc après on commence par l'intelligence la plus faible, on va vers l'intelligence moyenne et on va vers l'intelligence la plus haute. Grosso modo, c'est comme ça qu'elle fonctionne la courbe. Et finalement, les résultats, ils sont rangés par rapport à la tranche d'âge dans laquelle on se place et par rapport à l'endroit où se classent nos résultats par rapport aux autres. Donc c'est comme ça que le résultat est donné dans le test de QI. Donc les différentes choses à savoir, notamment sur le test pour adultes, donc le VICE 4. Donc déjà, chez qui le passer? Chez un neuropsychologue, donc c'est le professionnel le plus à même de faire passer ce genre de test. Certains psychologues, enfin tous les psychologues ont l'habilitation à les faire passer, sauf que beaucoup ne sont pas formés à le faire. Du coup, c'est pour ça qu'il faut choisir un psychologue spécialisé en neuropsychologie, ou alors un psychologue pas spécialisé en neuropsychologie, mais qui s'est formé à la passation de ces tests-là. Et il est aussi possible de les faire dans des CMP, des choses comme ça. Le prix de ces tests varie selon les villes. Il peut varier entre, je pense, pas vous dire de bêtises, entre 200 et 600 euros. 200 étant le prix dans les villes de province et 600 plus dans la région parisienne. Il y a 3 étapes lors du passage du test de QI. Le premier, c'est l'anamnèse, donc c'est l'entretien avec lequel le professionnel va poser des questions au client, au patient, sur pourquoi est-ce qu'elle veut passer ce test, qu'est-ce qu'elle en retire, qu'est-ce que ça lui apporte. Selon les informations collectées lors de l'anamnèse, le professionnel peut décider qu'il est utile ou pas de passer un test de QI. Parce que, par exemple, si un parent veut absolument tester son enfant pour connaître son QI, mais que l'enfant n'en retirera rien, ni sur le plan scolaire, ni sur le plan identitaire, psychique ou que sais-je, le professionnel peut dire il n'est pas pertinent de passer ce test vu que l'enfant n'en retirera rien du tout, ça va lui ajouter du stress pour pas grand-chose finalement, donc je préfère ne pas le passer. Donc l'anamnèse sert à ça. Ensuite, la passation du test de QI. Donc il faut savoir qu'il y a 4 choses qui sont mesurées lors d'un test de QI. Donc là, je parle toujours du VICE 4 qui est pour les adultes, parce que pour le WISC 5, c'est à peu près la même chose, sauf qu'il y a 5 choses qui sont calculées et non 4 comme pour les adultes. Donc
l'indice de compréhension verbale, l'indice de raisonnement perceptif, l'indice de mémoire de travail et l'indice de vitesse de traitement. Donc en fait, il faut voir le test de QI comme une moyenne à l'école en fait. C'est-à-dire qu'il y a différentes matières, donc c'est les indices, différents contrôles dans ces matières, donc c'est les sous-tests qu'il y a dans ce grand test. Et ensuite, une fois que chaque indice a sa moyenne, on fait une moyenne des 4 indices et on en retire au final le QI total. Et la dernière étape, bien sûr, c'est la restitution des résultats. Ce qui peut faire changer un peu, faire bouger un petit peu le résultat au test de QI, ça va être la fatigue, des problèmes d'attention, un mal-être global de la personne. Si la personne est en dépression, si elle est très très anxieuse, si elle est très réactive sur le plan émotionnel, tout ça, ça peut venir parasiter les compétences intellectuelles et du coup, elles ne peuvent pas finalement s'appliquer comme elles le feraient dans la vie de tous les jours. Alors, le neuropsychologue est là pour ça, c'est-à-dire qu'il connaît son métier et il va savoir comment faire pour calculer le test. Il faut savoir qu'il y a, dans les sous-tests, il y a des sous-tests qui sont obligatoires et des sous-tests qui sont facultatifs. Selon s'il y a un trop grand écart dans une même catégorie, par exemple, si vous avez fait 4 sous-tests et qu'il y en a un qui est vraiment très en dessous, il est possible que le neuropsychologue prenne un sous-test facultatif et le remplace pour que ça homogénéise le résultat de cette sous-catégorie. Il faut savoir aussi que dans le cas de personnes qui ont un trouble de l'attention ou des choses comme ça, il y a un calcul qui peut être fait de manière un petit peu différente. Bon là, je fais pas moi-même passer les tests, du coup je pourrais pas rentrer autant dans le détail, mais je sais qu'il y a des analyses qui peuvent être faites de manière différente selon les handicaps qui peuvent être présents lors d'un passage de test de QI. Il faut savoir aussi que le test de QI est souvent passé pas pour détecter ou non un HPI, mais pour détecter un éventuel retard mental ou juste mesurer l'intelligence lors d'autres diagnostics. Je sais que ces tests peuvent être passés lors d'une suspicion de TDAH ou de troubles du spectre de l'autisme. Et dans ce cas-là, la mesure est vraiment pour savoir quel est ton niveau d'intelligence et comment le handicap va se montrer et se compenser par rapport à l'intelligence. On ne peut pas rater un test de QI vu que c'est juste une mesure. Par contre, il y a des circonstances dans lesquelles on peut sous-performer, mais si on fait le test avec un professionnel de santé adapté, il est tout à fait à même de savoir si c'est le moment de passer le test, si oui, dans quelles circonstances et comment analyser les résultats. Il est là pour ça, c'est son métier. Donc, au final, non, on ne peut pas vraiment rater un test de QI. Donc il faut savoir aussi que le QI total n'est pas donné comme ça, tout seul, note figée. C'est-à-dire que normalement, il est donné avec ce qu'on appelle des intervalles de confiance qui sont d'à peu près 7 points d'un côté et de l'autre de la note obtenue. Par exemple, si on a un QI total de 128, on va avoir une intervalle de confiance qui se situe entre 121 et 135. Donc en gros, ça veut dire qu'il y a 95% de chances que notre QI véritable soit compris dans cet intervalle. C'est-à-dire que lorsqu'on est fatigué ou lorsqu'on est inattentif ou à l'inverse quand on est hyper performant en ce moment et qu'on réussit tout, bah, le QI peut osciller de quelques points mais toujours dans cet intervalle. Grosso modo, c'est ce que ça veut dire.